Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tv, c'est l'hebdo, donc c'est-à-dire une émission d'une heure où on fait un retour sur les actualités qu'on vous a présentées mardi, celles qui ont évolué, des nouvelles actualités matapédiennes et Zoé aussi a réalisé des entrevues au courant de la semaine qu'on va vous présenter. Donc, on commence tout de suite. Bonjour Zoé! Bonjour Émilie! On va commencer avec les actualités en bref et le retour sur les actualités de la semaine. Recrudescence de COVID, hein, on va le dire. Donc, on commence tout de suite, on lance avec les chiffres. Hein? Oui, on commence avec le COVID-19, c'est sûr. Aujourd'hui, le 18 septembre, 12 cas dans le Bas-Saint-Laurent qui ont été dépistés, positifs. Alors, on est rendu à 234 cas. Puis on est plus près du code orange que du code vert. Présentement, on est dans le code jaune. Oui, on est jaune, on est jaune, mais on est plus près du orange que du vert. Exact. Donc, si nous tombons dans le code orange, certains commerces plus à risque pourraient fermer leurs portes temporairement. Donc, c'est ça qui s'en viendrait là, pour la prochaine couleur. Et puis, présentement, 10 personnes maximum à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, c'est important de suivre ces réglementations-là. Oui. Au niveau des restos et des bars, en fin de semaine, oui, les policiers feront plus d'interventions en fin de semaine auprès des établissements titulaires d'un permis d'alcool, alors les bars et les restaurants. L'opération s'intitulait Oscar, OSCR, Opération systématisée comportement à risque, qu'on dit. C'est pour ça que ça s'appelle Oscar. Se fera encore plus dans les régions où le code est jaune, la couleur est jaune. Donc, le Bas-Saint-Laurent, on est ciblé. Le Bas-Saint-Laurent, oui, on est ciblé. Au niveau des écoles aussi, il y a des choses qui bougent présentement, cette semaine. Aujourd'hui, en réalité... Oui, hier, il y a eu une bombe là, sur les réseaux sociaux. Hier? Oui, hier soir, présence accrue autour des écoles maintenant. Aussi, les policiers. Oui. Puis, pour les agents de la Sûreté du Québec, la règle, c'est dans tout lieu maintenir une distance de 2 mètres. Puis, il pourrait y avoir des amendes même pour les mineurs de 14 ans et plus. Ça pourrait aller jusqu'à 560 $. Puis, pour les adultes, 1 546 $. Oui. Donc, ça faut faire attention. Puis c'est ça, tantôt, j'ai dit, c'est une bombe. Il y a un parent les parents des 3 polyvalentes de la Matapédia ont reçu une lettre via la direction. Puis, il y a une maman qui a posté ça sur Facebook. Et là, ça se repartage avec justement les détails des amendes puis tout ça. Fait un dossier probablement à suivre dans les prochains jours. Là. J'ai l'impression que là, il y a un soulèvement populaire. Là. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais... Il resserre la ceinture parce qu'on ne veut pas une deuxième vague. Et voilà. Puis là, je pense qu'on s'enligne vers ça. Exactement. C'est ça qui se passe. En parlant de dépistage, justement, notre députée fédérale, Christina Michaud, elle a fait le test. Comme vous saviez, on en a parlé un peu plus tôt dans la semaine. Elle a fait le test, puis elle était aussi en confinement en attendant le résultat. Et le résultat est négatif. Donc, bonne nouvelle. Par exemple, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lui, par exemple, c'est positif. Oui, puis sa conjointe aussi, hein, on a su ça cette semaine. Donc, sa conjointe. Donc, ils maintiennent le Parlement, je pense, via virtuel et en présence aussi là, à Ottawa pour justement faciliter, parce qu'il y a un autre chef de parti aussi à Ottawa qui a la COVID, évidemment. Là, c'est une traînée de poudre. Hein? C'est parti, puis tout le monde l'attrape. Donc, parlant de Christina Michaud, la fin de semaine dernière, elle a tenu son AGA, son Assemblée générale annuelle. Oui, dimanche le 13 septembre, il y a eu plusieurs invités. Il y a eu Pascal Bérubé, justement, qui était là, puis qui a mentionné quelques mots. Justement, je trouvais ça vraiment intéressant. Il disait que sur 338 circonscriptions au Canada, tout parti confondu, le parti qui a eu la meilleure croissance entre les deux dernières élections, c'est le Bloc québécois d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia. Donc, félicitations, très bonne nouvelle. Il a aussi mentionné que depuis 1993, le Parti québécois et le Bloc québécois s'est toujours entraidé.
fondé. Oui. Donc, c'est pour cette raison aussi, les membres aussi du Bloc québécois, c'est pour ça qu'ils étaient présents. Aussi, ils ont présenté le nouveau président du nouveau conseil exécutif qui s'appelle Yannick Lévesque. Ah. Puis, Christina a parlé des futurs défis pour le Bloc, donc se concentrer sur le post-COVID-19, installer des mesures pour combattre le changement climatique, Oui. prendre soin des aînés et des producteurs agricoles et mettre encore l'achat local de l'avant. On a commencé avec le COVID-19 Oui. depuis la pandémie, puis de maintenir cette belle initiative, ça serait très bien. Ben oui. Puis, aussi, ils ont mentionné que Christina Michaud, la députée, a mentionné que présentement, sont en train de créer un site Internet. Finalement, le site Internet, il y aurait un onglet qui va expliquer pourquoi la souveraineté est importante, pour vraiment expliquer aux gens, les éduquer à ce niveau-là. On sent que c'est un peu... On comprend souveraineté, on veut un pays, mais oui, pourquoi? Puis tous les tenants et aboutissants de ça, je pense que ça peut être intéressant de... Vraiment. Puis pour les plus jeunes Ouais. aussi, pourquoi? Se faire une Ouais. idée à ce niveau-là, parce que des fois, on pense qu'on le sait, mais de savoir vraiment pourquoi les gens du Bloc, pourquoi ils veulent la souveraineté finalement. Donc, Exact. c'est en cours de production, ça s'en vient. Ah, une bonne nouvelle pour la Matapédia et la Matanie côté télécommunications. 9 000 foyers additionnels de la Matanie et de la Matapédia auront accès à la haute vitesse grâce à un investissement de 16 millions de dollars. Puis c'est grâce à TELUS. Ben oui, de TELUS investit. Oui, cet investissement est réalisé dans le cadre des programmes branchés pour innover et Québec branché des gouvernements fédéral et provincial qui contribuent à la hauteur de plus de 2 millions de dollars. Wow. Saint-Vianney et Saint-Zénon du Lac-Amqui sont visés par les investissements dans la vallée de la Matapédia. D'ici le début de l'année 2021, 99 de la population de l'ensemble des communautés des MRC de la Matanie et de la Matapédia auront accès à la fibre optique. Wow. TELUS a également soumis différents projets pour bonifier la couverture sans fil de 3 grands segments routiers. Alors, on parle de la route 299 à la hauteur de Saint-Anne-des-Monts jusqu'au gîte du Mont-Albert. OK. On parle aussi de la route 132 entre Sainte-Florence et Matapédia. Oui, on sait que ça pogne pas du tout. Du tout. Du tout par là. Et la route 195 entre Matane et Amqui. Ah oui. Aussi, Oui, notre député Pascal Bérubé pourrait dire l'épinette où ça pogne exactement entre ces deux Oui. MRC dans son comté. Il sait exactement, là. Oui, oui, exactement. Ah, là, ça marche plus. non, c'est ça. Donc, dossier à suivre. Ben, tant mieux des bonnes nouvelles en ce temps de télétravail. Hein, ça peut Oui. que être bienvenu des investissements comme ça. Vraiment. Ensuite, une autre bonne nouvelle, Service Canada, enfin, ça va réouvrir. Oui, bien, depuis hier, Oh. le 17 septembre, le Centre de Service Canada de Cosapiscal a enfin ouvert ses portes. Puis, c'était fermé depuis le mois de mars, depuis la pandémie. Donc, ça fait du bien. Oui, les gens vont probablement faire la file masqués devant Service Canada. Oui, masqué. Oui, masqués, évidemment. Hein? Évidemment. Donc, la MRC veut investir en culture. Ça fait plusieurs années qu'ils ont des programmes de soutien financier en culture. Puis là, ils lancent ça. Oui. Ils lancent le La MRC de la Matapédia Oui. est heureuse de lancer un ultime appel de projet pour le Fonds de soutien aux initiatives culturelles et patrimoniales et pour le Fonds d'action pour les bibliothèques matapédiennes. OK. Donc, ces deux mesures sont issues de l'entente de développement culturel 2018-2020. Les projets pourront être déposés jusqu'au 19 octobre prochain. 2 dates de tombée de projets en avril et juin ont par ailleurs été repoussées en raison de la pandémie. Oui. Il s'agit de la dernière date de dépôt. Donc, les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la MRC, que vous voyez à l'écran, ou par l'entremise du conseiller en développement culturel de la MRC. Oui, qui est Pascal Saint-Amand, qu'on rencontre quand même assez souvent, que vous voyez sur nos écrans ici. Puis, c'est intéressant pour développer des nouveaux projets dans les bibliothèques municipales. C'est pas assez utilisé, ça. Allez, soyez créatifs, les équipes de bénévoles, puis allez chercher des beaux sous. Il y a des sous qui attendent que vos bonnes idées à la MRC.
Ensuite, la MRC lance le concours bénévole de l'année, un peu similaire à la fête des moissons. Oui. Ben, les matapédiennes et les matapédiens sont invités à déterminer la ou le bénévole de l'année de leur municipalité. Oui. La personne doit avoir au moins 18 ans et réside dans sa municipalité. Les chargés de projet, les regroupements de bénévoles et les personnes salariées ne sont pas admissibles. Oui. Les personnes intéressées à déposer une candidature doivent remplir un court formulaire disponible dans leur municipalité. OK. La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 16 octobre prochain. Habituellement, les bénévoles, comme tu as dit un petit peu plus tôt, les bénévoles de l'année est souligné. Le bénévole de l'année, les bénévoles, il y en a plusieurs. Il y en a 18 municipalités, sont soulignés dans le cadre de la fête des moissons. Mais là, à cause de la pandémie, ça va se faire virtuellement. Donc, il va y avoir une capsule qui sera diffusée sur les médias sociaux et une publication dans le journal L'Enfant-Poste. Oui, puis depuis quelques années, ils ont ajouté un volet à ça qui est le bénévole jeunesse aussi. Fait que pour les moins de 18 ans, si vous avez des jeunes qui s'impliquent activement dans votre municipalité ou dans vos organisations, ça peut être intéressant de les faire briller aussi. C'est rare que les jeunes s'impliquent puis des tapes dans le dos, ça fait du bien, surtout quand on est jeune, ça nous incite à s'impliquer davantage. Ensuite, c'est le temps des récoltes. Hein? On voit les arbres fruitiers sont pleins et Cosmos Bas-Saint-Laurent nous offre une belle opportunité. Oui, Cosmos Bas-Saint-Laurent vous invite à partager une partie de votre récolte avec la communauté si vous le désirez en aidant un organisme communautaire d'aide alimentaire, bien sûr. Dans la vallée de la Matapédia, c'est Moisson Vallée qui récolte les dons. Oui. Donc, vous avez juste à rentrer en contact avec eux avec le numéro de téléphone juste en bas de l'écran. Oui, parce que on le sait, hein, au début de l'été, là, on était tous en confinement, puis on a eu un gros appel de retour à la terre. Fait que là, on s'est ambitionné, puis on s'est fait un potager 4 fois plus gros que d'habitude. Puis là, on est pris avec 8 kilos de fèves vertes, puis on sait plus quoi faire avec ça. Oui. Donc, allez apporter ça à Moisson Vallée. Puis on est juste deux. Hein. Tu sais, des fois, il y a des madames, des messieurs, puis là, ils partent. Là. Ils ont des tomates pour une polyvalente au complet, mais ils sont deux. Donc, Moisson Vallée récolte vos dons. Et oui, tu sais, quand tu les mettre au compost, oui, exactement. Pourquoi pas aider les autres avec? Exactement. Oui. Report du centenaire de Saint-Cléophas. Oui, aussi. Le comité du centenaire de Saint-Cléophas annonce le report des festivités dans le cadre de son 100e anniversaire de fondation prévu en 2021. Vu les circonstances des derniers mois, ils ont décidé que les festivités auront lieu en 2022. Donc, préparez votre été 2022. Votre calendrier sera chargé. Bien rappelé. Oui. Donc, aussi, une annulation d'événements du côté du Salon des mots de Sébec. Oui, les prix littéraires du 10e Salon des mots qui n'a pas eu lieu est encore annulé. Oui, parce qu'il avait fait un événement, c'était censé être en mai. Puis là, il avait fait un événement pour donner les prix littéraires. Puis là, bien, dû à la deuxième vague. Ça fait plusieurs mois qu'on sait c'est qui, finalement. On sait que c'est ces deux récipiendaires, soit Rosalie Alto pour le prix Jeunesse Jacqueline Paquet et Sylvain Rivière pour le prix Bertrand B. Leblanc. Donc, c'est à cause le centre communautaire est fermé à cause du COVID-19, donc ils ne peuvent pas faire l'événement. La municipalité de Sébec a annoncé plus tôt cette semaine via leur page Facebook un resserrement. Eux, ils ont pris très au sérieux l'augmentation significative de cas, puis ils ont fermé beaucoup d'installations municipales. L'accès à l'aréna est restreint aussi parce que le hockey mineur commence ce soir. Et pas du tout impliqué. Puis, donc, je suis au courant de ça. Et merci. Une autre annulation d'événements dans la Matapédia, ça n'arrête plus d'annuler. Désolée. La MRC de la Matapédia et la SADC de la Matapédia annoncent que l'édition 2020 du Salon des artistes et des artisans de la Matapédia aura aussi pas lieu. Ouais. Donc, l'événement était les 6, 7 et 8 novembre à Amkoui. Oui. On ne sait pas encore quand ça va être reporté. Probablement pas cette année, parce que c'était l'occasion pour les gens d'aller faire leur cadeau de Noël beaucoup. Il y avait une portion marché public, puis il y avait une portion artisanat, bijoux, etc. Je vous encourage à aller, par contre, continuer à encourager les artisans qui étaient là. Ils ont
tous des pages Facebook. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Salon des artisans, puis retracer les éditions antérieures, regarder. Ils mettaient des liens là, avec les artisans. C'est plus de logistique. Mais c'est juste qu'ils ne sont pas rassemblés, mais il y a toujours moyen si vous voulez de faire acheter ses du achats quand même. et du local, c'est encore le temps. Il faut les encourager, nos artisans. Eux aussi ont besoin de notre soutien. Exactement. Et on a des anniversaires dans la Matapédia à souligner. Deux de 40 ans. On commence avec RPF Électrique, qui fête ses 40 ans d'existence. L'entreprise basée à Sébec a été créée par Richard Poirier et ses frères Mario, Gervais et Alain. Aujourd'hui, RPF Électrique compte jusqu'à 250 employés, situés à peu près un peu partout à travers le Canada et même au Mexique. Puis, mais le siège social, qui est vraiment positif, est par exemple toujours à Sébec. Tout à fait. Puis je pense que ça va le rester. C'est des Sébecois... pur et dur, les Poiriers, puis ils vont rester là encore longtemps. Bien, joyeux anniversaire! Je veux juste souligner que 1980, il s'en est passé des affaires dans Matapédia. Hein? RPF, le prochain anniversaire, nous, on a 40 ans, la radio a 40 ans. Les gens étaient actifs en dans 1980. Oui. 2 ans plus tard, Émilie Boulay-Chouinard naissait. Bon, OK. Mais bon. Passons à autre chose. Et le prochain anniversaire. Oui, le CPE de Les Petits Flots. Oui. 40 ans aussi. C'est en 1980 que ça a ouvert. Dû à la pandémie, ils vont souligner cela, par exemple, sous forme de journée spéciale avec les enfants seulement. Mais n'hésitez pas, si vous voulez les envoyer une petite carte de souhait ou peu importe, c'est sûr que ça fait du bien. Oui, ils ont fait une publication sur Facebook. Puis on peut aller faire leur souhaiter nos bons vœux et plein de futurs projets. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec une autre installation de CPE à Amqui, donc c'est à suivre. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause, puis on vous revient tout de suite après. Donc, on va revenir sur la nouvelle qui oppose, qu'il y a un conflit, en fait, entre la ville d'Amqui et la MRC. On vous en a parlé plus tôt cette semaine. Zoé, t'es allée à la rencontre d'informations. Oui, j'ai parlé à Pierre Damour, le maire d'Amqui, et la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Oui. Donc, les deux ont pu s'expliquer, donner leur version par rapport à le conflit qu'il y a entre les deux, finalement, par rapport au bâtiment qui a été construit pour la MRC de la Matapédia. Donc, on s'en va voir pour avoir les deux versions de cette histoire. Chantal Lavoie, est-ce que tu peux nous expliquer le conflit qui se passe présentement entre la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui? Bien, il faut remonter en 2016, à l'époque où, justement, on voulait construire le centre administratif, aujourd'hui qui est construit. À l'époque, le terrain avait un zonage commercial. Donc, pour faire l'acquisition, la MRC, pour faire l'acquisition du terrain, devait demander à la ville de faire une modification du zonage. Donc, pour permettre les services de la construction, puis le service de la MRC là, au niveau, donc, changer le zonage à ce niveau-là. Et à ce moment-là, il y avait comme de la part de la ville, je dirais, les gens ne voulaient pas changer le zonage parce qu'ils se disaient que s'il y avait une entreprise qui venait s'installer sur le terrain ici, il y aurait des compensations financières, une taxe municipale qui serait versée à la ville, alors que la MRC, comme c'est un bâtiment qui va être municipal, un bâtiment municipal qui est une entité municipale qui le possède, donc est exonéré de taxes, donc ne paie pas de taxes à la ville. À ce moment-là, on a négocié avec eux une entente qui mettait différents points je dirais, d'entente, là, pour constituer une entente pour que la ville puisse procéder à la modification du zonage à cette époque-là. C'est ce qui a été fait. L'entente a été signée en bonne et due forme et tout ça. Et un élément de cette entente-là comportait, entre autres, les services d'aqueduc, d'égouts et d'ordures ménagères. Donc, les services, comme la MRC était exonérée de taxes, on se disait, bien, au moins, la ville n'aura pas à défrayer ces coûts-là. Parce que c'est la ville qui défraie ces coûts-là aux frais de la MRC. Fait que la MRC va assumer ces responsabilités-là avec un compteur d'eau pour payer le réel de ce qu'elle utilise et tout ça, donc au prix. Ce qui, aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de chiffre, mais aujourd'hui, avec les montants qui sont là actuellement, on s'est aperçu que c'est un montant de 500 $ que la MRC doit payer à la ville par année pour... Mais l'entente comportait aussi d'autres éléments.
Aujourd'hui, en 2018, on sait là, que le bâtiment administratif a été construit, a été terminé la construction, on a déménagé. La MRC, les bureaux ont déménagé ici, dans la construction. On est là présentement. Exactement. Et on sait que toute l'évaluation foncière, il y a un certain processus qui demande... Donc, la MRC, jusqu'à aujourd'hui, a toujours fait fi de cette entente-là pour donner à la Ville, mais l'évaluation, le rôle foncier a été modifié, tout ça. Et là, l'évaluation de la MRC est déposée à la Ville. Et la Ville applique une réglementation qu'elle a... puis qui date, je ne sais pas de quelle année, mais c'était bien avant 2016, avant notre entente. Donc, une réglementation qui dit, bien, comme le bâtiment est exonéré de taxes, il y a un règlement de compensation pour services municipaux. Essentiellement, le litige est à ce niveau-là. Donc, la Ville veut appliquer son règlement plus l'entente. Puis la MRC dit, non, quand on fait une entente, l'entente a comme... je dirais préséance sur la réglementation, parce que l'entente ne peut pas être... Les deux ne peuvent pas être faits, c'est un ou l'autre. Puis comme on a fait une entente, c'est cette entente-là qui a préséance sur... Donc, c'est là le litige essentiellement. C'est sûr que le règlement municipal, je vous dirais que c'est environ 47 000 là, par année qui serait chargé à la MRC. Et là, quand on dit que c'est rétroactif à 2018, bien parce que comme on est dans les locaux ici depuis 2018, la Ville n'a pas eu ces montants d'argent-là. Elle peut retourner jusqu'en 2018 pour faire la réclamation. Donc, c'est sûr que c'est des montants d'argent quand même substantiels. Donc, essentiellement, la Ville a pris un avis juridique qui dit qu'elle a raison dans son interprétation de la situation. La MRC a fait la même chose. Elle a un avis juridique également qui dit qu'elle a la bonne prétention aussi. Donc, ça va en cours. Bien, ce qui est actuellement étudié, c'est que, bien, au départ, on a contacté le conseil municipal. On a demandé au conseil municipal, parce que là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on discute par rapport à ça. On a demandé à rencontrer le conseil municipal pour voir si on pouvait s'entendre, se rencontrer, puis discuter de la situation et trouver une solution, ou en tout cas. Le conseil municipal a refusé cette rencontre-là. Donc, ils ont refusé. Ils ont dit tout simplement qu'ils s'attendaient à ce que la Ville paye. La municipalité paye à la Ville ce qu'elle doit. Donc, on en comprend qu'ils n'ont pas accepté notre invitation. Donc, voilà, le conseil de la MRC, devant ce fait-là, a fait une recommandation d'aller en recours juridique. Présentement, on parle d'un recours déclaratoire, là. Donc, il n'y aurait pas de jurisprudence sur la question. Donc, on va... Fait que c'est un jugement déclaratoire, le terme exact, là, c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Voilà. Fait que c'est un peu ça qui est dans les cartons actuellement. C'est essentiellement, c'est le litige, c'est celui-là. La situation actuellement est en train d'évoluer. On va voir comment ça va aller par la suite. OK. Donc, dossier à suivre. Voilà. Présentement, il y a un conflit entre la MRC de la Matapédia et la ville d'Amqui. En fait, on parle d'un litige qui remonte à une entente qui a été intervenue entre la ville d'Amqui et la MRC en 2016 en regard de la construction du centre administratif. Alors, aujourd'hui, on se retrouve à, d'une part, interpréter différemment. Du côté de la MRC, on mentionne que la compensation, la seule compensation liée à cette entente-là, c'est un montant de 500 $ annuellement. Alors que nous, les avis qu'on a de notre côté, c'est que ce 500 $, oui, fait effectivement partie de l'entente, mais on a aussi le droit d'appliquer notre règlement de taxation qui permet d'aller chercher une compensation beaucoup plus substantielle. OK. Donc, de ce que j'ai compris, en parlant avec Mme Lavoie ce matin, c'est que la MRC de la Matapédia n'était pas au courant de cette taxe-là en plus. En fait, c'est ce qu'on comprend, c'est au moment où l'entente s'est signée, il y a des représentants des partis qui n'étaient pas donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas une compréhension commune ou complète de cet enjeu-là lorsque l'entente a été signée en 2016. Alors, c'est la raison pour laquelle on se retrouve à faire des interprétations différentes. Effectivement, Mme Lavoie l'a déjà mentionné, et elle a même dit dans les médias qu'avoir su qu'il y avait une telle entente, elle ne l'aurait pas signée. Alors, voilà, donc effectivement, il y avait cette situation-là dans laquelle la possibilité que la ville d'Amqui applique son règlement, malgré cette entente-là, on n'a pas la même compréhension de part et d'autre. Donc voilà, ce qui est l'essentiel du litige.
Maintenant, le Conseil des maires, la semaine dernière, a fait le choix de poursuivre via un recours juridique. Alors, on va voir quelle suite on aura de ce dossier-là. Et si je comprends bien, il y a 4 ans, finalement, il y a une conversation qui aurait dû avoir Ben, en fait, c'est quand l'entente a été signée, il y avait, de ce qu'il faut comprendre, l'absence d'échange en regard de cette compensation-là possible, disons-le ainsi. Okay. Alors, nous, à partir du moment où on a reçu ce qu'on appelle le rôle d'évaluation, bien, ce n'est pas une démarche politique, mais les gestionnaires à la Ville ont rencontré le gestionnaire à la MRC pour lui faire part de la réalité du règlement de taxation et l'application, ce que cela représentait pour le centre administratif et pour la caserne également. Pardon. Okay. Parce qu'il faut savoir que dans le cas de la caserne, il n'y a pas d'entente en regard de cet immeuble-là et la MRC paie la compensation selon l'application de notre règlement. Okay. Et vous étiez là il y a 4 ans quand ça a été signé? Absolument. J'ai été à titre de conseiller. Je ne suis pas signataire de l'entente. Moi, j'y étais effectivement. J'étais membre, comme d'autres collègues qui sont encore membres actuels du conseil municipal. Donc, vous avez participé, vous avez vu l'échange? Bien, en fait, on est au fait de l'entente qui a été signée. Comme je le mentionne, c'était signé par les directeurs généraux, et soit le maire et le préfet. Mais effectivement, par voie de résolution, là, le conseil municipal a accepté de modifier son règlement de zonage en regard de cette entente-là. Dans ce dossier-là, la position du conseil municipal, c'est de traiter la MRC de la même façon qu'elle traite tout contribuable de la Ville d'Amqui, c'est-à-dire ce qu'on demande, nous, c'est le respect du règlement de taxation. Évidemment, on sait que ça génère sur d'autres enjeux. Au niveau de la dynamique à Ville d'Amqui, à Merciland, Matapédia, on comprend qu'on est dans un creux de vague. Mais j'ai bon espoir, moi, qu'on va remonter, puis bientôt, on pourra surfer sur le dessus de la vague. La Matapédia a vécu une rentrée scolaire historique en ces temps de COVID-19. Et tu as eu la chance d'aller voir, d'une part, Alexandre Marion, le nouveau directeur du Centre de services scolaires Monts-et-Marais, qui t'a parlé de la rentrée scolaire secondaire, primaire, formation professionnelle. Et aussi, tu as pu rencontrer Geneviève Morin, du CEMEC, la directrice du CEMEC. Oui, la directrice du Centre matapédien d'études collégiales. C'est surtout pour le CEMEC que ça a été un peu intense, la rentrée. Alors, Geneviève Morin a pu nous en parler. Par exemple, je voudrais ajouter pour l'entrevue avec elle qu'elle m'a mentionné par la suite que c'est vraiment juste les membres du personnel et les étudiants du CEMEC qui ont rentré dans l'école. Puis, il y avait à chaque fois qu'ils rentraient, ils devaient passer leur carte. Donc, ça a vraiment pu être bien, comment dire, un peu rescapé. Là. Oui, la chaîne de traçabilité de qui était là. Oui, ça a été quand même assez facile d'envoyer un courriel à tout le monde pour qu'ils puissent aller se faire dépister et tout. Au niveau de Alexandre Marion, pour le Centre de services scolaires de Monts-et-Marais, ça va bien pour l'instant quand même. Là, je tiens à le dire, c'est surtout au niveau du CEMEC que ça brassait. Je suis présentement avec le directeur du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, Alexandre Marion. Bonjour, Monsieur Marion. Bonjour, madame. On avait vraiment envie de savoir comment ça se passe chez nous dans les écoles depuis la rentrée scolaire cet automne. Quelle bonne question. En fait, on n'a qu'à ouvrir le téléviseur ou à écouter la radio pour se rendre compte que c'est une année scolaire qui débute là, sur les chapeaux de roue. C'est assez particulier. Particulier pour tout le monde, pour les familles, les parents, les élèves et le personnel. Et moi, j'aurais envie de vous dire ce matin, là, pour avoir visité des entrées dans plusieurs écoles secondaires, plusieurs écoles primaires, que j'ai envie de vous dire que ça se passe bien. En fait, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que si la science a raison, si effectivement, en changeant nos mœurs, en se lavant les mains régulièrement, en toussant dans notre coude, en portant un coupe-visage ou un masque de procédure, en gardant une distance de 2 mètres, si ça ralentit la propagation du virus, bien, à regarder comment se comportent nos élèves dans les écoles secondaires et dans les écoles primaires, là, bien, on va la réduire, la propagation, parce que c'est fascinant de voir à quelle vitesse les mœurs ont changé et à quel point on les écoute, ces règles-là. C'est sûr qu'il c'est pas parfait, il y a des écarts, il y a des ajustements à faire, mais il y a vraiment beaucoup de positifs dans la façon dont se comportent les élèves et les équipes de personnel dans les établissements.
Et j'imagine que c'est seulement les membres du personnel et les étudiants, les élèves qui ont le droit d'être dans l'école seulement? Non. Non. Les établissements scolaires sont ouverts à des membres du public. Aussi? Des parents, des travailleurs, des fournisseurs externes. Il y a toute une série, comme vous vous imaginez, de procédures puis de mises en garde qui sont appliquées, mais à l'heure actuelle, là, c'est encore permis. C'est certain qu'on s'attend dans certaines régions du Québec à des changements en fonction des paliers d'alerte pour les régions socio-sanitaires, mais actuellement, en tout cas dans le Bas-Saint-Laurent, chez nous, là, ces pratiques-là sont encore en vigueur. Et si jamais un membre du personnel ou un élève, finalement, on sait qu'il y a un diagnostic positif dans une école précise ou une classe, est-ce que vous avez un peu comme Est-ce que vous savez chaque personne qui ont rentré dans l'école durant cette journée-là ou ces dates-là? Mm-hmm. Oui. Comme, je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler, le ministre là, a demandé à tous les établissements, à tous les centres de services scolaires, à toutes les directions générales de produire un protocole d'urgence en cas lorsqu'un cas est déclaré ou lorsqu'il y a une éclosion dans une région. Ça devait être acheminé au ministère le 15 septembre. Ça a été fait, à ma connaissance, partout. Dans les mesures de prévention, pour prévenir l'éclosion ou la découverte d'un cas, on a un paquet de mesures à mettre en place. Ces mesures-là sont prises, prennent assises dans des recommandations de la santé publique, certaines de l'INSPQ, certaines de la CNESST. Il y a beaucoup d'intervenants là, qui travaillent dans ça. D'ailleurs, s'il y en a un problème avec la gestion de cette crise-là, c'est bien la multitude des intervenants et des recommandations qu'on soit à gauche, de gauche et de droite. Il y en a beaucoup. Et effectivement, ce que vous mentionnez par rapport à la prise de présence, ça va de la prise de présence en classe jusqu'à l'entrée dans un bâtiment public ou l'entrée dans une école où il y a des registres d'heures et de noms et tout ça. Ouais. Puis, j'imagine que vous avez vraiment un plan B si jamais vous devez fermer une classe ou une école. Oui. En fait, le protocole, c'est la finalité du protocole. Bien sûr, il y a la prévention pour prévenir une contamination. La sécurité prime au-delà de tout autre objectif. Mais au final, ce qu'on veut, c'est garantir le service scolaire à l'élève. Donc, advenant qu'une classe soit placée en confinement pour 14 jours ou plus, ou même une école, ou même une région, bien, le téléenseignement, le télétravail sera mis en place immédiatement. Immédiatement. Donc, vous êtes prêt à ça, à cette éventualité? On est prêt à ça. Dans notre région, ici, en Matanie, en Matapédia, on a des ordinateurs, des tablettes qui sont montés de chaque côté en un nombre prévu. On sait où ils sont. Tout est prévu pour être capable de réduire au maximum le temps sans enseignement, si je peux m'exprimer ici. OK, parfait. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter? Vous voulez dire en termes de conclusion? Oui, en termes de conclusion pour peut-être rassurer les parents, la population par rapport à l'école. Bien, certainement. En fait, je vais revenir sur mon introduction. J'aurais deux éléments que j'aurais envie de mentionner. Le premier, c'est que toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité et on n'a qu'à observer le fonctionnement des écoles pour se rendre compte que ça fonctionne. Ça se peut des élèves qui obéissent à ces nouvelles règles-là, ces nouvelles règles sociales-là. Et je suis convaincu que ça va nous permettre de garantir le service scolaire. Le téléenseignement, c'est fantastique. C'est un bon moyen dans le contexte actuel, mais la vie à l'école, l'effervescence, la sociabilité, ce sont des dimensions qui sont importantes et on arrive à les faire vivre en protégeant la sécurité de tout le monde. Les élèves suivent, juste avant votre deuxième point, les élèves suivent bien les indications, ça se passe bien?
Ouais. Oui. Ben, oui, parce que ce qu'on entend parler, c'est les fois où ça n'a pas fonctionné. Hein? C'est les épisodes qu'on voit où, là, comment ça se fait que la distance n'a pas été respectée, comment ça se fait qu'il n'y avait pas son masque sur le nez. Il y en a des cas comme ça, mais ça reste minuscule. Dans l'ensemble, on les a changés les mœurs. On a réussi à changer les pratiques, à changer les façons de faire, puis ça fonctionne. Les parents, les enseignants, le personnel scolaire, les élèves, tout ça, tous ces gens-là ensemble ont une volonté, c'est de garantir la sécurité, puis ça marche. Ça marche dans la mesure où la science a raison. L'autre point dont on n'a pas discuté, c'est la gouvernance scolaire. Alors, on a une entrée scolaire en mode COVID, on a un changement de gouvernance qui s'installe, on a un nouveau conseil d'administration dans les centres de services scolaires du Québec qui arrive au mois d'octobre. Ici, dans notre région, on a ouvert des postes à la communauté. Donc, on a 5 postes à la communauté sur lesquels les gens sont invités à participer. Ils ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur candidature. On a 5 parents issus du comité de parents, formés de parents du conseil d'établissement qui seront élus la semaine prochaine. Donc, c'est un renouveau, c'est une façon de s'impliquer dans sa communauté et dans le monde scolaire. Alors moi, j'invite les gens à s'y intéresser et à participer et à contribuer. Les gens ont jusqu'au 30 septembre 2020 pour envoyer leur candidature. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alexandre Marion, directeur du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Et je vous souhaite bonne chance et on espère que ça va continuer à bien aller comme ça. Bon, merci. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Écoute, vendredi, en fin de journée, on a su que il y avait des personnes qui avaient testé positif dans les murs du CEMEC. Là, dans les murs du CEMEC, il y a des gens qui ont été... Des personnes fréquentant le CEMEC. OK. Oui, c'est peut-être plus clair comme ça. Donc, des personnes fréquentant le CEMEC ont eu un résultat positif. Donc, on n'avait pas beaucoup le choix. On discute de tout ça tout le temps avec le CIS, bien sûr, avec le collège de Rimouski, qui est le collège fiduciaire. Donc, c'était une forte recommandation du CIS de suspendre nos cours en présence. Quand on dit que le cégep est fermé, bien, il est fermé aux étudiants, mais le personnel y a accès. Puis, les enseignants, certains donnent leurs cours de leur classe. Okay. Donc, ils sont mieux installés. Des enseignants donnent aussi des cours via le laboratoire de physiothérapie. Donc, l'accès est OK pour le personnel, mais pas pour les étudiants. OK. Et est-ce que le personnel vont se faire ou s'est fait dépister? Oui, en fait, oui. Écoute, je vais commencer par les étudiants ont reçu une lettre du CIS disant le CIS recommandait qu'ils se fassent dépister. OK. Puis, il y a eu un message collège, en fait, hier, qui recommandait aussi au personnel de se faire dépister. Donc, je sais que à Amqui, présentement, le centre hospitalier est dans cette vague de tests de dépistage. Depuis, là, les cours en ligne ont commencé lundi le 14 septembre. Là, présentement, on est juste pour le dire, pour les cas, il y a 14 cas dans la vallée de la Matapédia. On est le 17 septembre au matin, puisque la diffusion, ça va être le 18 septembre, donc ça se peut que ça change. Là, vous allez regarder, début octobre, je pense que vous allez réévaluer est-ce que les étudiants reviennent en classe ou non? Oui, tout à fait. On était correct, on était prêt à poursuivre dès lundi les cours à distance. Nos enseignants sont vraiment très proactifs. Je leur lève mon chapeau, franchement. Et les étudiants embarquent bien aussi. Donc, c'est une belle dynamique. Malgré cette situation-là, on s'est tourné de bord rapidement, comme on l'a fait au printemps. Là, on se donne quelques semaines et effectivement, avec le CIS, on va réévaluer début octobre
qu'est-ce qu'on fait en souhaitant revenir en présence en octobre. C'est vraiment notre souhait. On avait une majorité d'étudiants qui étaient dans nos murs. Donc, on a pu faire 3 semaines. On souhaite pouvoir revenir et poursuivre, là. Vous étiez prêt à l'éventualité, finalement, d'une deuxième vague. Donc, ça s'est fait super rapidement, je pense, le transfert en ligne, finalement. OK. Puis, toi, tu t'en vas directrice au cégep de Rimouski. Donc, je présume, en octobre, donc je présume que ça va être un gros transfert avec qu'est-ce qui se passe présentement. Moi, je m'en vais pour l'année dans l'équipe du service éducatif. Du cégep de Rimouski. Il y avait un besoin là, puis c'est un mandat d'1 an. Charles Doyle, qui est un gestionnaire déjà au cégep de Rimouski, s'en vient pour l'année au centre matapédien. C'est quelque... tout ça se fait de belle façon. Charles est très motivé par le défi du CEMEC et à venir retrouver l'équipe ici. Écoute, c'est un gestionnaire de plusieurs années, donc je pense que ça va bien se faire. Puis, de toute façon, la situation qu'on vit présentement, on le vit aussi au cégep de Rimouski. Donc, Charles est un gestionnaire du cégep de Rimouski, fait qu'on vit cette situation de façon collège en ce moment. Donc, cégep, IMQ, CEMEC, on travaille ça ensemble. Donc, il ne sera pas dépaysé dans le sens qu'il vit déjà une le collaboration qui se fait déjà entre les deux cégeps. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Geneviève Morin, directrice pour encore le mois de septembre du CEMEC. Merci beaucoup, puis je te souhaite bonne chance. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Je pense que toute la Matapédia connaît Isabelle Paquin chez Desjardins, mais Isabelle Paquin fait aussi de l'entraînement physique. Et là, Isabelle Paquin, tu l'as rencontrée pour parler du défi des roses. On en entend parler depuis quelques années. C'est un groupe de femmes de la Matapédia, dont Isabelle Paquin est un peu la leader de ça. Puis tu as eu la chance de la rencontrer parce que, encore en ces temps de COVID, leur défi n'a pas pu avoir lieu comme à l'habituel. Fait qu'ils ont fait une version matapédienne. Oui. Bien, ça a quand même eu lieu, mais effectivement, le rassemblement n'a pas pu, mais ils ont pu s'entraîner chacun dans leur coin. Donc, je vais laisser Isabelle Paquin vous en parler, mais c'est vraiment un rassemblement juste de femmes. Donc, avec qu'est-ce qui se passe présentement, c'est vraiment plaisant. Donc, c'est une gang de femmes ensemble qui s'entraînent. Ça dure à peu près 9 mois. Ils ont un plan d'entraînement et à la fin, ils font un triathlon. Donc, je vous laisse là-dessus. Durant la dernière fin de semaine d'août, tu as fait un triathlon pour l'organisation qui s'appelle Les Roses. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cet organisme? C'est quoi? Oui, bien dans le fond, moi, je suis dans Les Roses. C'est une équipe féminine qui fait du sport, qui réalise des défis sportifs. Puis je fais partie des Roses depuis 2014, mais j'ai été la première matapédienne à embarquer dans Les Roses. Puis c'est sûr qu'au fil des années, j'ai entraîné d'autres matapédiennes avec moi. Donc cette année, il y avait une mentor qui est Sophie Lévesque qui est avec moi. Annie Fournier aussi, elle fait partie des Roses. Puis, on avait une recrue qui est Geneviève Morin. Qui était directrice du CEMEC, là, mais ça s'en vient sur sa fin. Mais c'est ça, Geneviève a embarqué avec nous dans Les Roses. Fait que on s'est entraîné tout au long de l'année. Puis, c'est ça, fin août, c'était notre défi pour clôturer cette année qui a été un petit peu particulière, je te dirais. Bien, effectivement, à cause du COVID-19, habituellement, vous allez au parc de la Montérégie. Oui, de la Mauricie. De la Mauricie, pardon. Oui, tout à fait. Puis, là, présentement, il fallait que vous faisiez finalement votre triathlon dans votre région, où vous habitez finalement. Exactement, parce qu'on est 250 femmes d'un peu partout au Québec
qui ont fait partie de cette équipe-là, les Roses. Puis notre terrain de jeu, si tu veux, où on va s'entraîner une fois par mois, c'est dans le Parc national La Mauricie. Puis l'équipe des Roses a démarré il y a quelques années. Ça va être le 10e anniversaire l'année prochaine. C'est Marie-Josée Gervais qui est la directrice de l'événement Les Défis du Parc. C'est des défis cyclistes, là, ça fait plusieurs années qu'il y a lieu dans le Parc de La Mauricie. Elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de femmes qui participaient à ces événements cyclistes-là, ces événements sportifs-là. Donc, elle a décidé de partir une équipe féminine, de l'entraîner pendant 9 mois, puis de la faire participer aux défis du parc qui ont lieu au mois de septembre, bien, habituellement fin août, mois de septembre, là, dans le Parc national La Mauricie. Cette année, les défis du parc ont été annulés à cause de la COVID-19. Donc, ce que Marie-Josée a décidé de faire, c'est de dire, bien, les filles, vous vous êtes quand même entraînées chacun de votre bar, à votre façon, dans votre salon, sur vos vélos, un peu partout à travers le Québec. Puis, ça fait des années que vous venez dans le Parc de La Mauricie pour faire votre défi. Bien, cette année, nous, on va se déplacer, on va aller dans les différentes régions où vous êtes pour que vous puissiez réaliser votre défi tout en respectant les règles de la santé publique. Donc, c'est eux qui se sont déplacés. Exactement. Ils ont fait une genre de tournée du Québec. Puis moi, j'étais contente parce que nous, dans la vallée, ça nous a permis de montrer notre beau territoire où on s'entraînait. Vraiment? Puis ça nous a permis de ne pas faire de la route pour faire notre défi. Donc, on a pu réaliser quand même notre défi. Vous l'avez fait tout ensemble, l'équipe de la vallée? Oui. En fait, on était à peu près une dizaine de filles là, pour respecter le nombre limite de personnes. Puis, c'est ça, il y a des filles du Lac-Saint-Jean qui sont venues faire leur défi ici. Il y a une fille du Témiscouata. On était les filles d'Amkoui, bien entendu. Puis, on a des filles de Trois-Rivières-Shawinigan qui avaient beaucoup entendu parler d'Amkoui, qui ont décidé de venir faire leur défi avec donc c'était nous. pas nécessairement je fais mon triathlon chez moi, mais je peux choisir une région aussi. Il y avait combien de régions? Il y avait à peu près une dizaine de régions. Okay. Donc, puis il y a une fille qui était en Abitibi, qui, elle, était toute seule en Abitibi. Donc, elle a décidé de la faire la même journée que nous. Puis on s'est parlé là, en direct sur les réseaux virtuels pour pouvoir l'encourager à faire son défi. Fait qu'elle a fait son défi en même temps que nous. Ça a été une super de belle journée. Vraiment, les filles ont trouvé qu'on avait un beau territoire pour s'entraîner. Puis tout le monde a réalisé son défi. Fait qu'on était super contents. C'est 9 mois d'entraînement que vous suivez, je présume, via les réseaux sociaux. Oui. Il y a un plan d'entraînement et tout. Tout à fait. Donc, on a un groupe Facebook privé où les filles peuvent échanger des trucs, tout ça, s'encourager, se motiver à s'entraîner. Puis, on reçoit des professionnels là, en kinésiologie, un plan d'entraînement sur 9 mois. Donc, ça commence vraiment tranquillement avec la marche, la raquette, quand on est en hiver, du ski de fond. Puis, graduellement, on intègre la natation, la course à pied et le vélo pour vraiment être prête là, pour notre défi qui a lieu toujours à l'automne. C'est motivant aussi de le faire tout en même temps. Vraiment. Puis c'est que des femmes. Au début, vous étiez une trentaine que j'ai lu. Là, maintenant, vous êtes pratiquement 300. Oui, on a monté jusqu'à 300. Je te dirais que dans les dernières années, on aurait descendu un petit peu à 200, 250 pour vraiment pouvoir donner du temps de qualité à toutes ces femmes-là. Des fois, quand on est trop nombreuses, ça fait en sorte qu'on ne peut pas aider toutes les femmes qu'on voudrait. Mais ça a vraiment un gros impact parce que ces femmes-là, tu sais, on le sait souvent, les femmes sont des mères de famille, sont des modèles dans leur communauté, dans les entreprises. Puis, on voit que les roses, souvent, quand une fille embarque dans les roses, elle va influencer tout son milieu, sa communauté, sa famille à bouger. Fait que ça fait vraiment une belle différence là, partout au Québec, ce mouvement-là. Puis même moi, tu sais, si je prends juste moi, j'ai commencé en 2014, j'étais seule, mais tu sais, j'ai entraîné plein de filles. Là, on est peut-être une dizaine à Amkoui à avoir Ça développe un passé. réseau social aussi, Oui, j'ai l'impression. Tout à fait. Justement, avec le roulant de la famille, le travail, donc ça permet de se retrouver entre femmes, donc c'est super. Puis, vous amassez de l'argent pour une fondation? Bien, dans Chaque les année? années passées, on a amassé des sous pour l'IRIC, faire de la recherche pour le cancer, pour la santé mentale. Dans les dernières années, on n'amassait pas des sous, mais on faisait des heures de bénévolat auprès des personnes âgées. On sait que les personnes âgées, de bouger, c'est pas toujours évident dans des résidences, tout ça. Fait qu'on allait dans des résidences là, pour marcher avec les aînés. Donc, une fois par semaine, on amenait les aînés marcher, bouger un petit peu. Puis, dans le cadre des défis du parc,
aussi, les aînés pouvaient faire une marche de 5 km. C'était comme si eux autres aussi s'entraînaient avec nous pour pouvoir faire leur défi. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de faire vraiment bouger toute la population, des plus jeunes, les femmes, les hommes, les aînés. C'est sûr que cette année, avec le COVID, le projet des aînés, ça a été beaucoup à distance. Dans le fond, Marie-Josée s'est déplacée dans les résidences pour aller faire un peu des petites danses avec eux autres sur les balcons, mais on n'a pas pu aller faire nos marches pour pas les contaminer, bien entendu. Oui, mais juste ça, je suis sûre que ça fait toute la différence. Vraiment. Habituellement, pour l'année prochaine, en espérant, si ça va bien, si ça évolue positivement, le COVID-19, ça se passe quand? Bien, là, on va rentrer dans la période d'inscription. Dans le fond, notre défi est fait. Alors, la célébration des roses, c'est vendredi. Là, on se fait un genre de 5 à 7 virtuel. Puis, Marie-Josée va annoncer c'est quoi le défi de l'année prochaine. Le défi change à chaque année. Il y a eu des défis de course à pied, des défis de vélo, des défis de triathlon. Donc, c'est vendredi là, qu'on va savoir qu'est-ce que c'est le défi. Puis, la période d'inscription va s'ouvrir à l'automne pour commencer en janvier, vraiment, là, le début du plan d'entraînement. Donc, il y a des gens donc, c'est 9 mois. Donc, c'est à peu près à l'automne toujours que vous faites votre défi, à peu près. Tout à fait. Okay, pour s'il y a des filles qui sont intéressées dans la pour vallée. celles qui aimeraient s'inscrire. Donc, Donc, à l'automne, les inscriptions vont commencer. On va sûrement pouvoir voir ça via tes réseaux sociaux ou celle des Roses. Oui, la page Les Roses sur Facebook. Vous allez voir tous les détails passer par rapport à l'inscription. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle Paquin. Ça fait plaisir. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et c'est ce qui conclut notre émission de ce vendredi 18 septembre. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été avec nous. Pour notre part, on se retrouve mardi prochain pour l'info.tvc l'Express qui va faire un bilan de ce qui s'est passé en fin de semaine et en début de semaine dans la Matapédia. Ne manquez pas à la TVC le bingo ce dimanche 12h30 avec 500 $ pour la carte pleine. Encore avec nos nouvelles cartes à 4 cartes par feuille. Donc, vous pouvez les acheter dans votre point de vente préféré. Aussi, en émission spéciale cette semaine, la semaine dernière, Didas Bourgeois, le docteur Didas Bourgeois, a reçu la médaille de l'Assemblée nationale du Québec et nous avons capté cette cérémonie en entier. Donc, on vous la présente. On le sait, il y a des gens qui l'avaient demandé. Donc, voici, vous allez la voir cette semaine et ça sera suivi du spectacle de fin d'année de la Polyvalente de Sébec qui a été tourné en 2019. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi.